Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre cet après-midi les travaux des sénateurs et le Sénat qui continue sa commission d'enquête sur la gestion de la crise du coronavirus et sur l'évaluation des politiques publiques pour faire face aux pandémies. Ils entendent cet après-midi la directrice de l'offre de soins au sein du ministère de la Santé, Katia Julienne. Je vous laisse écouter cette audition. La stratégie, savoir si elle n'a pas été dictée notamment par les capacités disponibles, tout au moins dans un premier temps. Et je vais vous demander de présenter une intervention préliminaire d'environ 10-15 minutes. Vous êtes la seule intervenante, donc on sera un peu plus large sur le timing, 10-15 minutes. Et ensuite, je passe la parole aux rapporteurs, 3 rapporteurs, et puis à nos collègues qui souhaitent également poser des questions. Au préalable, commission d'enquête, donc je vais vous demander de prêter serment, sachant que tout témoignage mensonger est soumis à une peine de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans et une amende pouvant être lourde jusqu'à 75 000 €. Donc je vais vous demander, Madame la directrice Katia Julienne, de prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Je le jure. Ceci étant fait, je vous rappelle que le port du masque est bien sûr obligatoire et je vous remercie d'être vigilant par rapport à ça, même quand on s'exprime. Et sans plus tarder, je vous donne donc la parole, Madame la directrice. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames... Pardon ? En présentant les excuses, bien sûr, du président Milon, le président de la Commission des Affaires sociales, qui est retenu sur son département, et c'est la raison pour laquelle, en tant que vice-président, j'anime cette réunion. Merci, Madame. Très bien, merci. Mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs, tout d'abord, en introduction de mes propos préliminaires, je voudrais commencer par saluer, bien sûr, l'engagement des soignants et plus largement de l'ensemble des personnels qui ont concouru au bon fonctionnement du système de santé. C'est important de le dire devant vous et je dois souligner les efforts et l'engagement qui ont été les leurs pendant toute la gestion de la crise de l'épidémie et encore aujourd'hui. Je voudrais aussi souligner l'importance qu'a revêtu pour nous l'ensemble des relations que nous avons pu avoir et nouer pendant la crise avec les fédérations hospitalières que vous avez auditionnées ce matin, les conférences hospitalières, les sociétés savantes, mais aussi France Asso. C'est important de le dire puisque pour nous, ces contacts ont été permanents pendant toute la gestion de l'épidémie et c'était très important de les avoir et je pourrais revenir dans la façon dont nous avons pris des décisions et géré avec eux les situations auxquelles nous étions confrontés. Rapidement, je voulais peut-être souligner 3 points devant vous. Le premier, quant au rôle de la Direction générale de l'offre de soins, pendant l'ensemble de la crise, nous avons mis au service de la Direction générale de la santé, qui, comme vous le savez, dirige la crise sanitaire, non seulement notre capacité à activer l'offre de soins, mais aussi une partie de nos agents qui ont rejoint les cellules que la DGS a mis en place, cellules logistiques, cellules opérations, par exemple, ce qui a permis une agilité au niveau national, agilité que nous avons retrouvée dans les ARS et dans les établissements de santé. Je tiens à le souligner parce que c'est quelque chose auquel nous ne sommes pas habitués, mais nous avons profondément fait évoluer nos organisations internes pour faire face aux contraintes et aux difficultés de la gestion de l'épidémie. Ça a été vrai aussi en interministériel et j'y reviendrai puisqu'un certain nombre d'évolutions ont pu être prises avec des décisions rapides. Je pense notamment à la garde des enfants des soignants qui a été extrêmement importante pour garantir la continuité des soins ou encore à la prise en charge des transports, notamment les taxis, pour ramener les soignants à leur domicile après leur activité. Ce sont 2 exemples qui manifestent la très forte coopération interministérielle pendant l'ensemble de la gestion de la crise. C'était le premier point que je voulais souligner. Si je devais résumer finalement les 2 lignes directrices qui ont été les nôtres pendant l'ensemble de la gestion de l'épidémie, ça a été d'une part le soin que nous avons mis à essayer constamment de lever les freins et de faciliter l'adaptation du système de santé pour aider les acteurs qui étaient, eux, sur le terrain. J'en donne quelques exemples, la déprogrammation bien sûr, mais aussi, par exemple, les autorisations exceptionnelles. Nous avons permis aux ARS de les octroyer dans des délais beaucoup plus courts que ce que nous faisons traditionnellement, ce qui a facilité l'extension d'activités, notamment de réanimation.
Je donne un autre exemple, l'appui sanitaire aux EHPAD, qui a été un levier extrêmement important pour faciliter la prise en charge sanitaire des résidents en EHPAD, que nous avons fait évoluer dans des délais extrêmement courts. Autre fil conducteur, faciliter l'accompagnement de ces évolutions avec des mesures concernant les ressources humaines pour faciliter sur un plan administratif et juridique, mais aussi financier, la réaffectation et les renforts des professionnels de santé entre les établissements, phénomène qui a été assez massif, comme vous le savez. C'est aussi le cas pour la garde des enfants ou les taxis, par exemple, que j'évoquais tout à l'heure. J'y tiens beaucoup parce que finalement, ça a été une posture très importante puisque en administration centrale, comme vous le savez, nous ne sommes pas en première ligne, mais nous devons accompagner les acteurs, c'est-à-dire faciliter les évolutions. Et j'en oublie une qui était très importante et qui a d'ailleurs été évoquée ce matin, c'est la garantie financière. C'est-à-dire que nous avons assuré tout de suite aux établissements de santé, qu'ils soient publics et privés, qu'ils auraient un maintien de leur financement, que ce soit des aides en trésorerie, des délégations financières et ensuite la garantie de financement, pour qu'il n'ait pas de préoccupation financière et qu'ils se concentrent sur la gestion des patients Covid. Voilà quelques exemples, et je pourrais y revenir, mais qui sont importants dans ce que, à notre sens, doit être la posture d'une administration centrale en appui des acteurs de terrain. La deuxième chose que je voulais souligner, qui est importante aussi, c'est qu'ensuite, après cette période de gestion de l'épidémie, et pour lesquels je donne des points saillants sur lesquels nous pourrons revenir bien sûr, nous avons eu à cœur d'organiser dans des délais extrêmement courts, avec un certain nombre d'acteurs, des réunions pour capitaliser ensemble sur ce qui s'était passé et sur les enseignements que nous pourrions en tirer ensemble. Nous l'avons fait avec la communauté des urgences hospitalières lors d'une réunion de la CNUH dédiée à cette question qui s'est tenue fin juin. Nous l'avons fait également avec un certain nombre de sociétés savantes, bien sûr avec les réanimateurs, nous l'avons fait aussi avec les MPR. Et c'était intéressant parce que je vous donne un exemple. Les MPR, la médecine de prévention et de réadaptation pour les SSR. En fait, c'était important parce que ils m'ont donné un exemple d'une avancée que personnellement je n'avais pas, dont j'avais sous-estimé sans doute l'importance. C'était toute l'activité de télésoins des kinés qui a permis dans les SSR de poursuivre la prise en charge de patients, y compris non Covid, y compris pendant la période de confinement. Et j'avoue que je pensais davantage à la télémédecine pour les médecins généralistes ou pour les infirmiers et pas tant pour les kinés. Donc je le souligne parce que ces échanges ont été importants pour nous dans les enseignements que nous pouvons tirer de ce que nous avons appris finalement de la gestion de cette épidémie, à la fois avec deux objectifs. Se préparer à une évolution, à un éventuel rebond ou à une reprise de l'épidémie, d'une part, et puis aussi en tirer des enseignements pour des évolutions plus pérennes sur le fonctionnement de notre système de santé. Nous avons eu bien sûr des échanges avec les 2 CNP de réanimateurs que nous avons tenus en juillet et que nous continuons en septembre, puisque nous devons travailler avec eux alors, à la fois pour nous préparer sur la reprise de l'épidémie. Nous avons retravaillé avec eux des instructions que nous avions renvoyées dès la fin du mois de juillet aux ARS pour qu'ils se tiennent prêts en cas de reprise de l'épidémie. Et d'autre part, et ça ce sont des discussions qui se poursuivent avec eux, sur des évolutions plus structurelles des services de réanimation, à la fois sur les professionnels, je pense notamment aux infirmiers, mais aussi sur la question du capacitaire, qui est une question importante qu'ils ont soulevée à juste titre, et sur laquelle nous devons travailler avec eux pour déterminer quels sont les bons critères de détermination des capacités de réanimation, que ce soit au plan national, mais surtout au plan régional, puisque ces capacités sont diverses dans les différentes régions. Donc ça, c'est un sujet important que nous ne réglerons pas dans les 2 mois qui viennent, mais qu'il faut impérativement que nous traitions. Nous devons travailler à la fois sur une temporalité courte, mais aussi sur une temporalité de moyen terme. Et enfin, bien sûr, sont intervenues les décisions du Ségur, qui sont un élément important. D'une part, avec des décisions qui étaient très attendues par l'ensemble du système de santé. Je pense à des décisions concernant l'investissement hospitalier, aux revalorisations des carrières des professionnels, aux rémunérations, aux primes, mais aussi au parcours de carrière de l'ensemble des professionnels, qu'ils soient personnels médicaux et non médicaux. C'était important. Ces décisions ont été prises. On parle là de plusieurs milliards. Et maintenant, nous allons les mettre en œuvre et nous les mettons en œuvre dès maintenant. Donc ça, c'est un volet aussi important, avec d'autres sujets qui sont importants à la fois pour notre système de santé de manière pérenne, mais aussi dans l'hypothèse d'un rebond. Je pense au maintien de la téléconsultation à 100%. Nous voyons que l'épidémie a permis d'accroître très notablement le nombre d'actes de télémédecine, de télésoins, avec des professionnels assez différents. La télémédecine a, je pense, trouvé sa place. Nous devons la conforter de manière pérenne, c'est très important. Et donc, comme vous l'avez vu, nous avons maintenu la prise en charge à 100% des téléconsultations.
Je pense également à ce que nous appelons l'ancrage sanitaire autour des EHPAD. Pendant la gestion de l'épidémie, nous avons demandé aux ARS de mettre en place un maillage sanitaire autour des EHPAD, des astreintes, bien sûr, pour qu'aucun EHPAD ne sache pas qui appeler pour avoir un appui sanitaire. Et ça, à la fois pour les soins palliatifs, mais de manière plus générale, pour un appui aux professionnels dans les EHPAD. Nous avons demandé aux équipes mobiles de gériatrie de sortir de plus en plus de l'hôpital pour aller vers les EHPAD et les aider. Nous avons levé les restrictions qui pouvaient limiter les interventions de l'hospitalisation à domicile, qui a conduit un travail remarquable auprès des résidents en EHPAD, pas exclusivement, mais beaucoup. Voilà quelques exemples d'évolutions importantes qu'il nous paraît essentiel de pérenniser pour maintenir ce dispositif, pour l'éventuel rebond qui pourrait intervenir devant nous, mais de manière pérenne, pour ancrer sanitairement la prise en charge des résidents en EHPAD. Et enfin, un dernier exemple, je pense au déploiement du service d'accès aux soins qui nous permettra de parfaire l'organisation de la régulation médicale avec les généralistes d'une part et les urgentistes d'autre part. C'est quelque chose que nous déployons. Nous avons demandé aux ARS qui ont monté des projets de sites pilotes de les déployer, de nous en faire un retour pour le 30 septembre. Voilà un troisième exemple d'évolution structurelle qui peuvent être pour certaines très rapides, pour d'autres qui peuvent prendre quelques mois, mais que nous devons enclencher dès maintenant pour améliorer notre système de santé de manière pérenne et à la fois nous préparer aux évolutions qui sont devant nous. Il reste encore d'autres travaux à accomplir. Je parlais des autorisations pour les soins critiques et de la question du niveau du capacitaire, mais je pense à d'autres sujets, comme l'un d'entre eux qui a été évoqué ce matin, celui des autorisations exceptionnelles. Nous l'avons mis en place dans le cadre de l'état d'urgence, donc pour une durée limitée, et nous nous interrogeons en ce moment pour savoir si ce ne serait pas intéressant, et je pense à titre personnel que ça le serait, de confier cette responsabilité directement aux ARS plutôt qu'en administration centrale, pour leur permettre de décider directement de l'octroi de ces deux autorisations dans un délai plus court, ce qui leur permettrait d'avoir une souplesse à adapter en fonction de la situation dans leur région. Voilà le dernier point que je souhaitais évoquer. Et enfin, peut-être pour conclure cette introduction et vous laisser me poser les questions que vous le souhaitez, je tenais à évoquer un dernier sujet. Il me semble, si je devais tirer un enseignement assez général finalement de ce qu'a pu être le rôle de la Direction générale de l'offre de soins, c'était que pour nous, il était important d'avoir des échanges permanents avec les acteurs de terrain pour identifier le plus tôt possible les difficultés qui étaient de notre ressort et modifier dans les délais les plus courts possibles les textes qui étaient des freins administratifs ou les leviers financiers que nous devions faire évoluer pour leur permettre de faciliter leur action au plan local. C'est très important parce que c'est vraiment l'état d'esprit qui nous a animés pendant les quelques mois de cette crise et je crois que c'est très important de préserver cette écoute entre nous et cette capacité de réactivité qui nous conduit aussi à déterminer des cadres généraux, mais aussi à laisser les ARS, avec les acteurs de terrain, déterminer les modalités concrètes d'application. Je vous donne un exemple. Lorsque nous avons demandé aux ARS de reprendre les soins, y compris hors Covid, tout début mai, de mémoire je crois que c'était le 7 ou le 8 mai, nous avons indiqué qu'elles devaient le faire en fonction de la situation de leur territoire. Tout début mai, la situation n'était pas équivalente en Grand Est ou en Occitanie, pour ne citer que deux exemples. Il appartenait donc au plan local de déterminer, en fonction de ses contraintes et de ses capacités, comment la reprise d'activité pouvait se faire. Ça n'était pas à l'administration centrale de donner des guidelines ou des textes très prédictifs sur les modalités de reprise de cette activité. Voilà ce que je souhaitais vous dire, mesdames et messieurs, en introduction, et je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Madame la directrice, mais vous nous avez dressé un tableau de ce que vous avez fait et nous n'en doutons pas que vous avez essayé de faire au mieux. Mais il y a des choses qui ne sont pas trop bien passées. Est-ce que vous pourriez nous citer des problèmes qui ont été sur le terrain, comme la réorientation, la pénurie de matériel, les malades non atteints de Covid qui ont connu des retards de soins? Est-ce qu'il y a 2-3 points que vous souhaitiez mettre en exergue? Avant les questions, je me permets de nos rapporteurs, parce que dans les auditions que nous avons eues, on constate qu'il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements qu'on ne critique pas. Légitime, c'est une crise. Bon, mais qu'on peut peut-être améliorer. Est-ce que vous notez 2-3 points en préambule qui ne sont pas en contradiction avec vos propos, mais que vous pourriez parfois
dont vous pourriez parfois tirer conséquence pour l'avenir, très rapidement, avant de passer la parole au rapporteur. Oui, j'en ai un, Monsieur le Président, et qui concordant avec ce que je viens de dire sur la question finalement de la déclinaison entre les décisions nationales et les décisions régionales. C'est vrai qu'au moment de la montée de l'épidémie, nous ne savions pas à l'époque si l'épidémie allait concerner, ce qui a été le cas à la fin, essentiellement 4 régions, ou si elle allait se propager sur l'ensemble de territoires. Nous avons donc pris des décisions avec un usage très fort, je pense à la déprogrammation sur l'ensemble du territoire, pour dégager des capacités à la fois en matériel, en renfort en personnel et aussi de prise en charge de patients si l'épidémie avait atteint le même niveau dans les régions pour lesquelles elle ne l'a fort heureusement pas atteint. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons recourir à ces outils, à ces leviers, qui sont des leviers utiles, mais de façon beaucoup plus proportionnée et localisée. C'est-à-dire que je pense que la déprogrammation reste intéressante, mais elle doit être maniée avec beaucoup de précautions, et je pense que nous y reviendrons parce qu'elle a des conséquences en fonction de la situation dans une région, voire dans un département, et être beaucoup plus circonscrite finalement à l'épidémie. Et vous l'avez vu, nous avons développé un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent de prendre des mesures beaucoup plus limitées dans l'espace et dans le temps, en fonction de la situation et de son évolution. Ça, pour moi, c'est un enseignement très important, vous avez raison de le dire, et c'est quelque chose que nous ne savions pas au moment où l'épidémie était en progression. Moi, je crois que là, c'est quelque chose de majeur. Y compris, alors une conséquence de ce que je viens de dire, nous avons concentré les évacuations sanitaires pour les patients Covid. Peut-être que demain, nous serions conduits à y recourir pour d'autres types de patients pour piloter les places disponibles. C'est possible. Je ne sais pas si ce sera le cas, mais en tout cas, c'est possible. Donc, je crois que nous avons développé de bons outils, mais nous devons maintenant en avoir un usage plus proportionné dans l'espace et dans le temps, si je puis dire. Merci. Je passe la parole à Bernard Jomier. Bernard. Ensuite, Sylvie, et puis Catherine pour conclure. Merci, Monsieur le Président. D'abord, effectivement, moi, je fais quand même suite à... Le Président nous a retiré les mots de la bouche. Et il sait très bien ce qu'on pense, donc il était tout à fait en capacité de le faire. Mais on aimerait vous entendre sur, justement, qu'est-ce qui, pour vous, n'a pas fonctionné de façon optimale, et évidemment sur les voies d'amélioration en matière d'offre de soins. Je vais prendre un exemple actuel. On est dans une phase de l'épidémie où la question du dépistage est au cœur de notre capacité, enfin est un des éléments, en tout cas important, de notre capacité à freiner la circulation du virus. Et on voit bien qu'on est confronté à une situation où cette offre est difficile à mettre en œuvre, à la fois de façon technique, dans les lieux. Donc on est en train de déborder, on va dire, les laboratoires, qui sont les lieux principaux de réalisation du dépistage. Et on voit les initiatives qui sont prises par les collectivités locales, par les agences régionales de santé, par les CEPAM, etc., par les différents acteurs du système de soins pour porter une offre de dépistage en dehors des laboratoires, pour élargir. Et puis en même temps, dans la détermination du public cible de cette offre de dépistage. Donc je prends cet exemple parce que on fait face à une épidémie qui, sans arrêt, nécessite qu'on s'adapte dans notre réponse aux caractéristiques, à ce qui se passe avec la zone. Est-ce que, à votre sens, notre système de santé est, dans sa conception, adapté et pensé pour la gestion d'une épidémie? Et quelle voie d'amélioration verriez-vous pour améliorer cette réponse? Et puis, j'ai deux questions en particulier. Premièrement, l'offre de soins en EHPAD. Non pas ce qui a été fait, vous nous l'avez dit, la réaction qu'a eu la DGOS de faciliter et d'améliorer rapidement, une fois que l'épidémie est survenue, l'offre de soins en EHPAD, mais comment a évolué cette offre de soins? C'est les ratios, notamment, entre 2003 et début 2020, c'est-à-dire avant la période épidémique, sur l'offre de soins en EHPAD et dans les établissements médico-sociaux. Alors vous aurez peut-être du mal à nous apporter une réponse complète oralement, mais j'aimerais avoir des éléments et puis vous pourrez évidemment compléter par écrit. Et deuxièmement, la question s'est posée et se pose de pourquoi le secteur ambulatoire a été aussi peu mobilisé.
Il était prévu, d'ailleurs, en mars, à un moment, une répartition plutôt, les formes légères dans l'ambulatoire, les formes plus sévères à l'hôpital. Ça n'a pas vraiment bien fonctionné, mais on pourrait dire aussi en amont, puisque les alertes à la crise sont survenues beaucoup plus précocement. On a vu que c'était courant janvier, que les premières alertes avaient été un peu actionnées. Pourquoi est-ce que le secteur soins ambulatoires n'a pas été mobilisé de façon satisfaisante? Pourquoi il n'a pas été pleinement participant à l'offre de soins et à la lutte contre l'épidémie dans cette première phase? Voilà, je vous remercie. La directrice vous répondra aux questions de chacun de nos rapporteurs. Nous tenons notre réunion jusqu'à 16h environ, donc on a le temps de parler, mais il faut quand même circonscrire. Merci. Oui, pour revenir à votre question de fond, qui est finalement, est-ce que l'organisation de notre système de soins est adaptée pour gérer une épidémie? Et vous donner des exemples, je vais en reprendre 2 que je partage. Nous avons insuffisamment, pendant je pense trop longtemps, tissé des liens entre le secteur médico-social et le sanitaire. C'est une constatation. Et nous avons demandé finalement aux ARS, en quelques jours, de monter des dispositifs qui viennent faciliter pour tous les EHPAD, en tout cas c'était notre demande, cette facilitation de la prise en charge, et j'ai envie de dire, quels que soient les acteurs sanitaires, hôpitaux de proximité, SSR, HAD, équipe mobile de gériatrie. Et là, je pense que nous avions une faiblesse dans l'organisation de notre système de santé que nous devons impérativement consolider et pérenniser. C'est très important que nous fassions en sorte qu'il n'y ait plus un EHPAD sans appui sanitaire. Et je pense que là, ça a été un enseignement très fort sur lequel nous devons absolument avancer. Ensuite, le deuxième point, comme vous le disiez, et je relisais les recommandations de début mars sur la place de la ville, comme vous l'indiquez, à qui nous donnions effectivement la mission de prendre en charge les patients avec les pathologies les plus modérées. C'est vrai que probablement le rôle a été insuffisant et nous devons nous interroger sur la façon de renforcer la place de ces acteurs. Maintenant, je le module un peu puisque je regardais les chiffres des activités, notamment des médecins généralistes. C'est vrai que le nombre de consultations dans les cabinets a beaucoup baissé. Mais en revanche, le nombre de téléconsultations a lui beaucoup augmenté. Nous avons aussi développé la prise en charge de l'appel téléphonique pour un certain nombre de patients pour faciliter la prise en charge. Et donc là, je pense que c'est un levier qui trouve sa place et que nous devons aussi conforter. Nous n'avions pas de très bons chiffres en matière de téléconsultation au plan national. Ces chiffres ont beaucoup augmenté et nous devons donner une place à ce mode de prise en charge. Ça ne doit pas se substituer ni à des consultations, ni à des visites à domicile. Mais ça doit trouver sa place dans la prise en charge en ambulatoire que nous offrons à tous les patients. Ça, c'est un premier point. Après, je pense malgré tout que nous avons des progrès dans le renforcement de la place qui pourra être la leur dans les semaines qui viennent si nous devons être confrontés à un nouveau rebond de l'épidémie. C'est très important. Je ne reviens pas, vous l'avez largement évoqué ce matin, nous avions des difficultés, il ne faut pas le cacher, sur les équipements de protection individuelle qui ont aussi pesé. Et nous avions aussi le confinement et des patients qui avaient des réticences à aller parfois physiquement voir leur médecin ou leur professionnel de santé. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles nous devons travailler pour nous assurer que la médecine générale, ou plus largement la médecine de premier recours, joue pleinement le rôle qui est le sien dans la prise en charge des patients, y compris en cas de rebond épidémique. Et j'ajoute un dernier point, qui est la mise en place du service d'accès aux soins, qui vise à mieux organiser sur le territoire la régulation médicale de la prise en charge des soins non programmés, qu'elle soit effectuée par le généraliste ou par l'établissement. C'est quelque chose qui nous manque, qui est en développement, et je vois que d'ailleurs un certain nombre de SAS préfigurateurs en quelque sorte se sont mis en place dans un certain nombre de régions pendant cette période épidémique. Ça n'est, je pense, pas un hasard, et c'est, je pense, un mode d'organisation dont nous avons besoin. Et si je tire le fil, vous l'avez très largement évoqué ce matin, nous devons renforcer l'organisation structurée en ville. Je pense au CPTS. Il y en a certes encore très peu de constitués en tant que tels, mais nous avons vu le nombre de projets très fortement augmenter. J'ai en tête un chiffre d'à peu près 578 projets au jour d'aujourd'hui. Ça veut dire que nous avons une augmentation considérable pendant ces mois-là. C'est très important parce que nous avons besoin que les acteurs de ville se structurent entre eux et se structurent dans leur relation avec l'hôpital et le médico-social. Et j'ajoute un dernier point, nous avons facilité l'intervention des professionnels
professionnels libéraux dans les EHPAD pour aussi améliorer la prise en charge des résidents. Voilà, si je devais résumer ce que je viens de dire, c'est que dans notre système de santé, je pense qu'effectivement, nous devons renforcer l'organisation et la structuration en ville et celle aux sanitaires autour des EHPAD. Voilà les 2 points qui me semblent importants. Je n'oublie pas votre question sur le dépistage. Je serai prudente puisque, comme vous le savez, c'est quelque chose qui est piloté par la Direction générale de la santé. Mais ce que nous avons fait pour renforcer les moyens de dépistage, et nous avons atteint le 1 million en 7 jours hier, si ma mémoire est bonne, si j'ai bien les chiffres en tête, c'est aussi parce que nous avons notamment fait évoluer les textes sur les modalités et les capacités de prescription, enfin pas de prescription, pardon, de prélèvement et des professionnels qui peuvent le faire au cours des dernières semaines. Nous l'avons encore fait très récemment. Voilà en quelques mots si j'espère avoir répondu à vos questions. Oui, merci en tout cas pour la qualité de vos réponses. Le constat, par exemple, sur les EHPAD, on le partage. Enfin, vous effectivement, mais la question, c'est que ce constat, il a été fait, enfin, de longue date. Je citais à dessein 2003, c'est-à-dire qu'il avait été fait en 2003. La coupure depuis la loi de 75, en gros, qui commence à dater, c'est ce fossé qui s'est créé entre le sanitaire et le médico-social est pointé, mais dans une somme de rapports et de travaux. Et notre interrogation collective, mais je vous interroge parce que vous êtes dans une position, vous avez une expertise éminente, mais notre interrogation collective, c'est pourquoi n'avons-nous pas comblé depuis des années, donc il n'est pas dans une lecture politicienne, depuis très longtemps, pourquoi n'avons-nous pas comblé ces lacunes-là qui nous ont quand même coûté cher, très probablement, à la survenue de la crise. Enfin, sur le dépistage, il y a quand même une question d'organisation. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'effectivement, on a dépassé nettement le 1 million de tests sur 7 jours effectués, mais on voit très bien que les modalités font que ça n'est pas nécessairement, il n'y a pas que le quantitatif qui compte. On va passer sur les limites du test PCR, sur ses défauts, mais comme on n'en a pas d'autres, de toute façon, ça ne sert à rien d'épiloguer là-dessus. On prend ce qu'on a, on a ce test PCR, quand on aura les tests salivaires ou autres, qu'on aura des meilleures sensibilités, spécificités parfaites, mais on prend le test PCR. Il n'empêche que quand vous avez des délais qui sont trop longs, vous finissez par rater la période de contagiosité entre le moment où vous prélevez, enfin vous demandez le prélèvement, vous obtenez le résultat, vous avez le résultat positif, mais s'il y a 6 ou 7 jours qui se sont écoulés, l'effet pour rompre la chaîne de transmission, vous le savez, est quand même très compliqué à mettre en œuvre. Donc on est encore une fois tout de même dans une difficulté d'organisation qu'on a du mal à anticiper. Et ce n'est pas faute d'avoir eu là aussi les bons concepts, puisque tester, tracer, protéger, la stratégie, elle est élaborée depuis longtemps, et à juste titre. La mise en place de différents dispositifs par l'assurance maladie, par les agences régionales de santé, etc., y compris d'aller au contact des populations pour dépister, se fait quand même, c'est fait avec retard, mais maintenant, se fait. Et pourtant, les modalités ne sont pas satisfaisantes au jour d'aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est par défaut de responsabilisation directement des acteurs locaux? Vous avez suggéré, dans un autre domaine, de plutôt transférer la décision aux acteurs locaux, de lui faire quitter le niveau central. Est-ce que c'est par manque d'habituation, d'habitude, quand on fait face à une crise pour la première fois, effectivement, on n'a pas nécessairement les réflexes. Moi, j'aimerais que vous alliez plus loin, que vous nous disiez qu'on n'en reste pas au constat, je crois qu'on partage des lacunes, mais plus vous nous disiez comment tout ça pourrait mieux fonctionner. La commission d'enquête, madame. Oui, je reviens sur votre premier sujet sur les EHPAD. Ce que je crois, c'est que pendant l'épidémie, nous avons dû faire évoluer des pratiques, des textes aussi, parce que par exemple sur l'HAD, il y avait des restrictions pour l'intervention rapide de l'HAD en EHPAD. Nous avions aussi des questions de moyens que nous devions régler. Je pense aux équipes mobiles de gériatrie. Donc là, c'est à nous de donner les moyens, y compris financiers, pour faire fonctionner et développer ces structures. Je pense aussi aux astreintes. Les astreintes, il faut les financer, il faut qu'il y ait des professionnels qui viennent. Et ça faisait partie des choses que nous n'avions pas fait. Et donc,
en l'espèce, les décisions qui ont été prises, c'est que toutes ces évolutions juridiques que nous avons mises en place pour faciliter et faire en sorte que dorénavant, il n'y ait plus, en tout cas notre objectif, plus d'EHPAD sans accroche sanitaire, nous avons fait bouger les textes et nous avons mis des moyens financiers. Concrètement, c'est ça que nous avons fait. Et donc, c'est ça que nous devons continuer de faire pour s'assurer que cette organisation, elle persiste avec les dispositions juridiques qui le permettent et qui, même j'ai envie de dire, l'y obligent, et ensuite les moyens financiers qui le garantissent sur le territoire. Ensuite, nous l'avons piloté avec les ARS, avec un reporting toutes les semaines pour vérifier que effectivement c'était bien mis en place. Et je pense que c'est ça qui a fonctionné et c'est ça que nous devons conserver. Si je reviens au test, je suis prudente parce que c'est plutôt une compétence de la Direction générale de la santé. Non, mais je vous le dis très simplement. Ce que je vois, c'est que nous avons fait une priorisation, et je pense que c'est ça qui est important, parce que ce qu'ont connu les laboratoires, c'est un afflux de patients très importants qui sont venus se faire dépister, d'autant qu'il n'y a plus de prescription, comme vous le savez, et ce qui est une facilitation qui est intéressante. Donc c'est très important qu'il y ait une priorisation possible dans la prise en charge de ces patients. Et ensuite, dans les délais, il me semble qu'on est dans un délai plus court en moyenne. Donc j'ai l'impression qu'il y a de la disparité finalement en fonction des lieux et qu'on est sur des délais plus courts que 5-6 jours. Et j'avais en tête un délai moyen de 1,6 jours. Donc je le vérifierai pour vous le dire, mais c'est ça que j'ai à l'esprit. Mais ce qui veut dire aussi qu'il y a des disparités qui ne sont pas nécessairement satisfaisantes. À charge pour nous à se donner les moyens de renforcer nos capacités à faire. Et du coup, parmi les choses que nous avons faites, parce que c'est du ressort de la DGOS pour le coup, c'est d'étendre les types de professionnels qui peuvent faire les prélèvements pour donner de la facilitation aux ARS pour qu'elles puissent l'organiser au plan local. Voilà ce que je peux dire en réponse à vos questions. Merci. Vous avez étendu jusqu'au kiné? Nous sommes en train de le faire, oui. Pardon. Sylvie Vermeillet. Excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. Je reviendrai sur 3 points, Madame la Directrice. Vous avez tout d'abord évoqué l'agilité des ARS. Je pense qu'en fonction des territoires, elle aura été différente, cette agilité des ARS. Et ceci dit, en fonction des territoires, elles n'ont pas été sollicitées de la même façon. Mais ensuite, vous avez parlé des coopérations interministérielles qui ont été très efficaces dans certains cas. Je pense qu'entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé, notamment entre les préfets et les ARS, vous pouvez peut-être nous en dire plus. En tout cas, nous, au cours de la commission, on a pu constater qu'il y a eu des dysfonctionnements en fonction des départements et que l'efficience a été parfois source de dysfonctionnement. Je pense qu'on peut aller jusque-là, mais j'aimerais avoir votre sentiment sur ce point et savoir ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour que les incidents qui se sont produits pendant la crise ne se reproduisent pas. Ensuite, un autre point qui pour moi est important et très sensible. Alors contrairement à mes deux excellents collègues rapporteurs, moi je ne suis pas médecin, mais je voudrais revenir sur un point, c'est la priorisation. Priorisation des patients, c'est quelque chose qui pour moi ne va pas de soi. Comment vous déterminez cette organisation? En tout cas, pendant la crise, j'ai cru comprendre qu'il y avait bien eu une priorisation des patients Covid. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse décider qu'un patient Covid est prioritaire sur un autre patient? Comment vous déterminez qu'on puisse faire perdre des chances de survie à d'autres malades, en tout cas plus qu'à ceux du Covid? Ça, c'est une interrogation éthique, mais j'ai envie de vous poser cette question. Et l'autre question, en matière de priorisation, à la lumière des auditions d'hier, est-ce qu'il était également bien prévu que les patients des EHPAD ne soient plus admis à l'hôpital? Cette priorisation-là, apparemment, elle est caractérisée et je voudrais que vous nous donniez des explications sur ces deux priorisations. Et puis, troisième point, vous avez parlé de la réorganisation de la capacité de réanimation à la fois à un niveau national et régional, que vous pouviez avoir ces perspectives. Est-ce que c'est quelque chose de ponctuel ou de pérenne? C'est-à-dire que est-ce que vous allez monter en puissance la capacité nationale
de façon pérenne. Et quand vous parlez d'un niveau régional, est-ce que ça veut dire qu'à l'avenir, vous auriez une adaptabilité à un niveau régional de façon à pouvoir répondre à des besoins en cas d'infection plus localisée à certains endroits? Merci. Merci. Allez-y, Madame la directrice. Merci. En ce qui concerne l'agilité, alors tout n'est pas absolument parfait pour tout le monde, enfin, que ce soit nous au plan national ou au plan, me semble-t-il, des acteurs locaux. Comme vous l'avez dit, chaque ARS, chaque région a été confrontée à des réalités différentes. Moi, j'ai écouté avec attention ce que nous ont dit les ARS. Je vois qu'il y a eu des positifs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de difficultés à certains endroits, mais il me semble que, y compris des auditions que vous avez effectuées, on a vu par exemple l'Île-de-France a eu de très bonnes coopérations. Je crois que c'était le cas aussi des Hauts-de-France pour les auditions. Enfin, donc on a quand même, on voit bien qu'on a là des choses intéressantes et qui se sont bien passées. Après, moi, en termes d'organisation, je pense à un autre sujet sur lequel je m'interroge sur le fait de donner nous des recommandations, mais je sais que les ARS y pensent pour avoir échangé avec leur directeur de l'offre de soins récemment. C'était pour ce qui concernait la gouvernance avec les établissements publics et privés. Moi, je crois que les ARS qui ont mis en place des échanges avec les établissements et publics et privés ont mis en place une bonne pratique qu'il nous faut développer. Je le dis comme un exemple, finalement, d'amélioration de nos pratiques au plan collectif qui me semble intéressant et sur lequel les échanges que nous avons entre nous permettent de progresser dans la façon dont nous pouvons faire face à une épidémie de ce genre. En ce qui concerne la priorisation, nous n'avons pas, nous, donné de consignes de priorisation. Je vais développer un petit peu parce que c'est un sujet important. Nous avons, si je prends la déprogrammation, nous avons demandé de déprogrammer toutes les activités non urgentes pour pouvoir se concentrer sur la prise en charge des patients Covid. Mais j'ai bien dit non urgentes, sachant que nous n'avons pas, nous, défini quelles étaient les activités urgentes qui n'étaient pas du Covid. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très important parce que ça n'est pas au national de définir qui doit être pris en charge, y compris de patients non Covid, pendant la période de l'épidémie. C'est très très important, ça n'est pas à nous de le faire. Je vous donne un autre exemple. Au moment de la reprise d'activité, je l'évoquais tout à l'heure, quand nous avons dit que l'activité devait reprendre, nous n'avons pas fixé ni de liste de pathologies, ni de liste d'actes. Ce n'est pas à nous de le faire. Nous considérons que ce sont aux acteurs locaux de le faire en fonction de l'état de santé des patients et de la situation des établissements et du niveau de l'épidémie. Ce n'est pas à nous de dire quels sont les patients prioritaires. Nous n'avons pas donné de consigne de priorisation. Et j'y reviens, c'est un sujet important, notamment pour les résidents dans les EHPAD. Nous n'avons pas donné de consignes non plus. Et je crois que les sociétés savantes se sont d'ailleurs exprimées en juillet dernier sur le point. Il y a des recommandations de bonnes pratiques des sociétés savantes sur les critères d'admission et de prise en charge des patients, mais ce ne sont des critères de bonnes pratiques des sociétés savantes. Nous n'avons pas, nous, à donner des recommandations de ce type-là. Et nous ne l'avons pas fait, c'est très important. Nous considérons que la prise en charge des patients, elle est fonction de leur état de santé et pas fonction d'instructions qui viendraient d'une administration centrale. Voilà, je le dis très simplement et je crois que c'est très important. Et notamment, et les sociétés savantes, que ce soit les sociétés savantes de réanimation et d'urgentistes, l'ont vraiment clairement redit au mois de juillet dernier, c'est très important qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce point. J'en reviens à votre dernière question sur la réorganisation des réanimations. Vous connaissez les chiffres, nous avons des capacités de réanimation, de soins continus et de soins intensifs qui sont importantes et qui sont différentes d'une région à l'autre. Et pour nous, la question que nous travaillons avec les réanimateurs, c'est quel est le bon niveau de capacité en réanimation dont nous devons disposer au plan national et au plan régional. Et ces deux questions sont également importantes, puisqu'en fait, quand vous regardez la carte, les régions sont dotées de manière différente. Et la question, c'est quels sont les critères? Est-ce que nous devons renforcer certaines régions plutôt que d'autres? Et nous voyons bien que certaines régions n'ont pas eu les capacités suffisantes pour prendre en charge leurs patients. Alors, je pense à des grosses régions comme Grand Est ou comme Hauts-de-France ou l'Île-de-France, mais y compris la Bourgogne-Franche-Comté, qui a, pendant toute la période de l'épidémie, organisé directement des transferts de patients avec Auvergne-Rhône-Alpes, qui était à côté avec des capacités plus fortes. Donc la question qui est devant nous et que nous travaillons en ce moment avec eux, c'est de se dire quel est le bon niveau. Et peut-être
aurons-nous à l'issue de ces discussions une décision qui dira il faut X places en plus en France et elles doivent être plutôt à tel endroit qu'à tel autre. Je ne préjuge pas de la fin de nos discussions. Mais c'est en tout cas quelque chose de pérenne. En tout cas, c'est une discussion qui doit aboutir à des décisions qui seront pérennes, qui n'excluent pas notre possibilité à moyen terme de faire ce que les professionnels ont très bien fait, c'est-à-dire d'étendre les capacités de prise en charge en réanimation en ayant recours aux unités de soins intensifs et de soins continus qui leur ont permis, que ce que certains d'entre eux appellent, de mettre en place des réa éphémères pour prendre en charge un afflux de patients importants dans des services de soins critiques. Merci. Un point de précision quand même, vous nous dites que vous n'avez pas donné de liste d'actes dans le cadre de la reprise des activités, sauf qu'il y a des ARS qui ont quand même signifié, semble-t-il, vous avez écouté l'audition ce matin à des établissements, que s'ils ne respectaient pas le critère d'urgence, ils pouvaient ne pas être remboursés des actes effectués. Donc ce sont des décisions locales ? Ce ne sont pas des décisions nationales. J'ai écouté ce qui a été dit ce matin, en effet. J'ai clairement à l'esprit ce que vous indiquez. Et vous confirmez ? Alors, je ne confirme pas, je l'ai entendu ce matin, donc je ne peux pas confirmer si ce sont des décisions qu'ont prises les ARS, je ne sais pas, mais je vais le regarder. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça n'était pas la consigne nationale, en tout cas. Et nous avons laissé, et je crois que c'est important, nous avons, nous, au national, laissé le soin à chaque organisme régional, chaque ARS, de décider de la mise en œuvre, compte tenu y compris des contraintes différentes qui pesaient sur elles, parce que vous l'avez dit, madame, les régions n'étaient pas toutes dans le même état, en fait, n'avaient pas toutes la même pression, y compris en termes de nombre de patients, de capacité, et puis aussi, certains l'ont évoqué ce matin, de médicaments disponibles, et ça c'était très important à un certain moment de la gestion de l'épidémie. Merci. Catherine Desroches. Oui, merci Monsieur le Président, et merci de votre intervention avant que les rapporteurs posent la question, en effet, parce que vous avez dressé un portrait de ce qu'a été votre action, et c'est vrai que ce matin, les fédérations ont salué l'assouplissement qui a été donné par la DGOS dans des procédures. Mais néanmoins, c'est vrai que dans toutes les auditions que l'on a faites depuis le début, on sentait bien, on a entendu les acteurs du domicile, mais aussi des EHPAD et hier les ordres professionnels, que tout n'avait pas été aussi parfait, que vous aviez pu le laisser peut-être, ou du moins ai-je mal compris, laisser entendre durant votre intervention. Moi, j'avais plusieurs questions. Vous avez évoqué la télémédecine en disant nous étions en retard. C'est vrai qu'il y a eu des prolongations de prise en charge jusqu'au 31 décembre de certains actes. Est-ce que vous pouvez nous préciser lesquels ? Mais si on était en retard aussi, c'était parce qu'on était en pleine négociation de remboursement des actes de télémédecine. Et on voyait bien que c'était très circonscrit au départ, avec les négociations entre la CNAM et les professionnels de santé. Donc, où est-ce qu'on en est ? Et est-ce que ça va être pérennisé ? J'ai vu que ça faisait partie de la feuille de route que le ministre Olivier Véran a donnée au nouveau directeur de la CNAM. Mais c'est vrai qu'on entendait hier, par exemple, les kinés qui parlaient des difficultés qu'ils ont eues sur le télésoin. Beaucoup de points où, certes, on leur permettait, mais avec des tarifs qui étaient peu encourageants et qui ne correspondaient pas aux besoins. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était à quel moment s'est fait la bascule entre les consignes du départ qui étaient de dire n'allez surtout pas chez votre médecin traitant, appelez le 15, c'était une consigne partout, qu'on avait nous-mêmes au Sénat, et finalement l'idée de dire vous pouvez aller voir votre médecin. À quel moment s'est fait cette bascule ? Est-ce que vous avez une idée de la date précise et pourquoi elle s'est faite ? Je me souviens que début mars, lorsqu'on a vu le débat au Sénat, moi, j'avais alerté le ministre Véran, en effet, sur ce qu'était le risque d'engorgement du 15, puisqu'on ramenait tout au 15. Donc, à quel moment cela s'est fait ? Moi, ce que je voudrais savoir, c'est dans cette chronologie, quels étaient, au mois de février, avant qu'arrive la vague dans le Grand Est, puis ensuite l'accélération des procédures avec cette épidémie qui se déployait dans la région du Grand Est et un peu décalée en Île-de-France, ou qui se développait dans les Hauts-de-France, avec cette crainte, en effet, que ça arrive partout. Quel était, au mois de février, ou fin janvier, ou courant février, quelles étaient les réflexions de la DGOS par rapport à la gestion de cette crise ? Où est-ce que vous en étiez ? Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que
quelque chose qui me frappe, c'est que le Grand Est nous a dit tout début mars, on voyait le tsunami arriver, et en même temps, le 6 mars, on incitait les Français à aller au restaurant, à aller au cinéma, à aller au théâtre. C'est le président de la République qui l'avait dit. Est-ce que là, on était dans une démarche d'immunité collective qui n'aurait pas été dite? Pourquoi pas, hein, c'est pas une critique, mais est-ce que c'était cela? Comment vous expliquez ce décalage entre ce qui se passait dans le Grand Est et les consignes, et enfin, ou du moins les conseils qui étaient donnés sur Paris? Voilà les premières questions. Merci. Tout d'abord sur la télémédecine. Alors c'est vrai qu'il y avait plusieurs freins, je peux dire, au développement de la télémédecine. Vous l'avez évoqué. Il y avait d'abord la question de la tarification, et c'est la mission que le ministre a confiée au nouveau directeur général de la CNAM que de reprendre les négociations sur ce champ-là. Et puis il y en a un deuxième qui a facilité les choses, c'est aussi la prise en charge à 100% par l'assurance maladie obligatoire. Et ça a été une facilitation importante, et c'est quelque chose. C'est un texte que nous avons pris au tout début et qui perdure encore au jour d'aujourd'hui et qui a beaucoup facilité. De la même manière que pendant cette phase-là, le fait de rembourser la prise en charge par téléphone, et pour certaines personnes c'est important parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec la téléconsultation, en tout cas pour certains patients c'est le cas. Donc voilà, je pense qu'il y a deux choses en miroir. Il y a la tarification d'une part, et puis la prise en charge à 100% qui là pour le coup pour le patient est un élément de facilitation. Donc ça je sais que la CNAM le discute et le négocie, donc c'est en cours, et je pense que c'est un élément important. Et notre responsabilité maintenant, c'est de préserver cet outil ou cette prise en charge dans la palette des pratiques pour l'ensemble des professionnels, qu'ils soient médecins ou kinés ou infirmiers. Voilà pour la première question. Pour votre deuxième question, alors c'est vrai que il y a eu en plusieurs phases assez différentes. Et ce que vous évoquez, c'est la phase 2 et la phase 3, en fait. C'est-à-dire que dans la phase 2, finalement, c'était la période où l'épidémie était très concentrée sur quelques lieux, et on était dans une phase finalement où d'abord on savait très peu de choses de la maladie, en fait. Enfin, je le redis parce que notre connaissance a beaucoup progressé depuis. Et ensuite, notre préoccupation collective était l'isolement, le fait de contenir de manière très limitée et d'éviter la propagation, de freiner la propagation de l'épidémie. C'était ça la phase 2. Et c'est vrai que dans cette phase-là, nous nous sommes beaucoup reposés sur le 15 et l'activité des SAMU a très fortement progressé. Nous vous transmettrons les chiffres, vous nous les avez demandés, et c'est vraiment extrêmement intéressant de voir le pic très important d'activité. Et j'avais des échanges à ce moment-là quotidiens avec les urgentistes qui ont fait évoluer très fortement leur capacité à prendre en charge les appels, avec des renforts de personnel, avec aussi des organismes de téléphonie qui les ont aidés pour s'équiper, pour adapter leur capacité à prendre en charge ces appels. Dans certains endroits, ça a été vraiment extrêmement impressionnant. Et ça a duré pendant la période de la phase 2, c'est-à-dire pendant quelques jours. Je parle de mémoire, mais on pourra vous envoyer la chronologie. C'était effectivement tout début mars. Et la bascule en phase 3 a fait baisser cette pression, puisque là, on était dans une propagation de l'épidémie que l'on savait qui serait plus importante, en fait. Et du coup, c'est ça la bascule entre les deux. Je pense que le directeur de la Générale de la Santé en parlerait mieux que moi, puisque c'est lui qui pilotait vraiment ces différentes phases. Mais c'est vraiment ça, la bascule entre la phase 2 et la phase 3. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, cette évolution s'est fait sentir et que la pression sur le 15 s'est beaucoup relâchée avec cette bascule-là. Donc ça, c'est vraiment ce moment-là, et je pourrais vous en donner la chronologie de manière extrêmement précise. Et c'est vrai que pour nous, à ce moment-là, notre préoccupation était de préparer l'ensemble du système de santé au développement de l'épidémie. Et d'ailleurs, ça n'est pas un hasard, quand vous le voyez, la déprogrammation, c'est le 12 mars. Donc c'est à ce moment-là. Et la chronologie est vraiment parlante parce que vous voyez bien que vous avez la phase 2 avec des endroits très très identifiés comme Grand Est, comme l'Oise, et ensuite la bascule en phase 3, c'est quand on voit qu'on a une propagation et qui est concomitante, et ça n'est pas un hasard, avec des mesures très importantes, notamment au confinement, qui a permis de stopper
très fortement la propagation de l'épidémie et de limiter l'afflux de personnes en réanimation. Et comme vous le savez, le pic de prise en charge des patients en réanimation a été atteint le 7 avril. Entre début mars et le 7 avril, la montée du nombre de patients pris en charge en réanimation a été constante et assez impressionnante, il faut le dire. J'ai pas eu l'impression, excusez-moi, mais pour compléter, si Catherine le permet, moi, j'ai pas eu l'impression que le message avait changé de ne pas appeler le 15, quoi. À la télévision, on voyait encore les spots, me semble-t-il, mais même après, où on disait appelez le 15, non, si je ne m'abuse. Non, Non, mais ça a changé. Pardon, alors du coup, j'ai manqué de clarté dans mes propos. Bien sûr que quand la situation est grave, le message est toujours d'appeler le 15 quand les personnes sont, ont un doute sur leur état de santé ou ont besoin d'aide, c'est évident. Après, le message était aussi de dire, si vous êtes sur une forme modérée, appelez votre médecin généraliste. Et d'ailleurs, pendant toute la durée de l'épidémie, vous avez eu des patients qui ont été atteints par le Covid et qui ont eu des formes très modérés ou modérés et qui ont été pris en charge, notamment via la téléconsultation, qui a été une partie très importante de l'activité des médecins. Merci. Sur l'immunité collective ? Ça, c'est plutôt, je suis désolée, c'est vraiment le directeur général de la santé qui pourrait vous répondre. On a bien l'intention de lui poser la question. Merci. Nous allons passer aux questions de nos commissaires. J'ai 5 demandes de parole. Muriel Jourda, Roger Carucci, Victoire Jasmin, Angèle Préville, Jean Sol. Je vais grouper les 3 premiers. Donc Muriel Jourda. Merci, Monsieur le Président. J'ai 3 questions. La première a trait à un propos de Madame Julienne sur un des acquis de cette crise. Et une des actions qui a été de permettre aux ARS de prendre des décisions dans des délais plus courts qu'habituellement. Et vous avez cité, si je ne me trompe pas, notamment les autorisations pour les lits de réanimation. Je voulais savoir quel était le délai habituel d'autorisation et quel était le délai qui a permis ces autorisations pendant la période de crise. Et vous avez indiqué que probablement il s'agissait d'une piste pour l'avenir que de donner plus d'autonomie aux ARS. Quelle est aujourd'hui l'autonomie des ARS par rapport à la Direction générale de l'offre de soins? Ça, c'est la première question. La seconde a trait aux propos que vous avez tenus sur la collaboration entre l'hôpital public et les structures privées, la médecine de ville. Aviez-vous une vision, une doctrine sur cette collaboration et quelles ont été les consignes données pour la mettre en œuvre et comment, le cas échéant, l'envisagez-vous à l'avenir? Et enfin, toujours dans les pistes d'amélioration, je voudrais évoquer les tests. Au début de la crise, les laboratoires départementaux, par l'intermédiaire des conseils départementaux et de leurs présidents, ont sollicité de pouvoir procéder à des tests. Il y a, je crois, 75 laboratoires départementaux en France. La réponse positive est parvenue, je crois, à peu près 3 semaines et demie après la demande qui en a été faite, ce qui ne paraît pas un délai compatible avec une période de crise qui nécessite des réponses dans des délais rapides. Vous indiquez encore aujourd'hui que différents professionnels de santé sont habilités à procéder à des tests encore récemment. Donc on est passé de délai de quelques semaines à un délai de plusieurs mois pour permettre aux tests de se faire plus facilement, ce qui ne me paraît pas non plus compatible avec une période de crise. Est-ce que des décisions plus rapides ne peuvent être envisagées comme une piste d'amélioration pour une réponse à une crise éventuelle future? Merci. Roger Carucci. Oui, ma première question rejoint un petit peu ce que vient de dire Muriel Jourda. On nous a dit au tout début de la crise, la France disposait de 5500 lits de réanimation. On nous a dit plus récemment que, évidemment, du fait des commandes de respirateurs, de l'ouverture de nouvelles chambres, nous étions à peu près à 11 000 lits de réanimation. Et on voit apparaître maintenant une nouvelle notion qui est assez surprenante, c'est la notion de capacité de réanimation glissante, c'est-à-dire combien de personnes peuvent passer en réanimation sur 1 mois, 2 mois, puisque par définition, ils n'y restent pas tous 2 mois.
Et un chiffre est sorti, apparemment de la Direction générale de la santé, sur la capacité de la France d'avoir 17 000 personnes en réanimation en 2 mois. Est-ce qu'on peut en réalité avoir un vrai chiffre définitif, clair? Combien y a-t-il de capacité, non pas avec des respirateurs de complément, mais avec des respirateurs lourds, bien équipés, avec le personnel qui va avec? Est-ce que nous sommes plutôt à 10-11 000 ou bien est-ce qu'en réalité, ça n'était qu'une capacité très provisoire pendant la crise? Et deuxième question, alors la plus globale, ce matin et d'ailleurs dans les séances précédentes, on a à plusieurs reprises dit il y a trop de structures, je ne parle pas seulement des ARS, mais comité scientifique, Direction générale de la santé, Comité national de la santé publique, organismes en tout genre. Il y a beaucoup trop de structures, on n'y comprend plus grand-chose d'ailleurs, et chacune défend un peu son précaré, c'est moi qui m'occupe des masques, c'est moi qui m'occupe de la répartition, c'est moi qui m'occupe de je ne sais pas quoi. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que cette crise aurait dû ou devrait permettre une simplification des structures de décision en matière de santé? Parce que peut-être qu'en temps normal, ça ne pose pas de véritables problèmes, mais dans des périodes d'urgence et de crise grave, l'espèce de concurrence entre toutes ces structures est tout à fait ravageuse. Merci. Victoire Jasmin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, alors, Madame la directrice de l'offre de soins, je parlerai des invisibles et qui sont aussi inaudibles. Il s'agit des laboratoires de biologie médicale, que ce soit dans les établissements publics de santé, mais aussi les établissements extra-hospitaliers. Vous avez fait votre intervention, vous n'avez pas du tout parlé des laboratoires dans l'offre de soins. Or, ils jouent un rôle essentiel dans le diagnostic clinique et dans l'aide à la décision. Je ne comprends pas que le gouvernement ait fait des annonces concernant un nombre de tests à réaliser, et là, dans le droit fil de ce qui a été dit par ma collègue Mme Jourda, avec une très grande méconnaissance de la situation exacte des différents laboratoires. Tous les laboratoires n'étaient pas en capacité, il faut le savoir, de prendre en charge les tests. D'une part, au début, il y avait des problèmes parce que les tests n'étaient pas performants, fiables et sensibles. Mais après, il y a également des difficultés des équipements. Rappelez-vous, en fin d'année 2019, quasiment tous les laboratoires, tous les syndicats de biologistes étaient en grève. Alors, je ne sais pas si vous savez quelles étaient les vraies raisons, mais là, peu de temps après, on se rend compte que les laboratoires sont limités parce qu'ils n'ont pas les équipements nécessaires. Il y a des surcoûts considérables pour les doter. Et dans les annonces du gouvernement, il y a également l'utilisation des laboratoires, des services vétérinaires, des laboratoires de vétérinaires. Alors que pour les mettre à disposition, il faut qualifier le matériel, il faut habiliter le personnel. Et je trouve regrettable qu'à aucun moment, dans vos discours respectifs, vous n'ayez eu une attention particulière pour les biologistes, pour les techniciens de laboratoire, qui ont travaillé 24 heures sur 24 pendant toute cette période, quasiment, pour répondre non seulement aux besoins liés au Covid, mais à tous les autres besoins de la santé dans les milieux hospitaliers, dans les cliniques. Donc je crois qu'il faut qu'on revoie les fonctionnements, les dysfonctionnements, mais aussi les omissions, volontaires ou pas, parce que les laboratoires ont besoin d'une attention particulière. Et la grève de novembre 2019 témoigne des difficultés qu'ont les laboratoires aujourd'hui. Donc, ils sont invisibles parce qu'ils sont dans les labos. Ils ne sont pas là, ils ne font pas de bruit. Ils n'étaient pas sur les ronds-points. Pourtant, il y a de gros problèmes. Et aujourd'hui, quand on voit les files d'attente devant certains laboratoires, alors que vous voulez tester, mais pour tester, il faut des personnes qui sont formées, des personnes qui sont qualifiées, des personnes qui sont compétentes. Il en manque certainement, mais il faut valoriser ceux qui sont déjà là et prendre en compte les différentes recommandations, notamment pour l'accréditation des laboratoires, mais aussi les besoins des différents syndicats, parce que quasiment tous les syndicats de biologistes ont interpellé le gouvernement avant même qu'il y ait cette crise. Donc je voudrais que vous, déjà, parce que vous êtes directrice générale de l'offre de soins, que vous preniez en compte les laboratoires, mais avec les personnes qui sont dedans, parce que vous, dans votre discours, vous n'avez pas parlé du tout, Monsieur Jomier,
a parlé des tests et peut-être des laboratoires. Madame Jourda parle également des tests, mais les tests ne se font pas tout seuls. Je vous remercie. Merci. Madame la directrice pour ces 3 intervenants. Merci beaucoup. Alors, je vais les prendre dans l'ordre en ce qui concerne les autorisations d'activité. Alors, les autorisations auxquelles je faisais allusion en termes d'hypothèses de transfert aux ARS sont les autorisations d'activité exceptionnelles, en fait, qui ont servi pour la réanimation, mais pas que, qui sont une procédure qui est différente du régime des autorisations habituelles, qui répondent à des textes que nous souhaitons d'ailleurs simplifier de manière, dans le droit commun, de manière courante, quel que soit le secteur d'activité. Nous pensons que de ce point de vue-là, nous devons progresser, notamment sur le renouvellement des autorisations et simplifier les procédures qui existent. Ça fait consensus avec les fédérations hospitalières, ça fait partie des discussions que nous avons eues dans le cadre du Ségur sur le volet simplification, et je pense que dans le droit commun, nous devons le faire. Cette mécanique-là, elle est un peu particulière puisqu'on est vraiment dans la réponse à une situation exceptionnelle, et c'est vrai que je pense que s'agissant d'une autorisation exceptionnelle, elle est plus adaptée au niveau de l'ARS, qui est la mieux à même de mesurer pourquoi elle en a besoin, dans quelles conditions et pour répondre à quels besoins. Ce qui n'exclut pas une évolution du process d'autorisation, qui est un process assez long, qui est d'une durée variable entre l'autorisation initiale et le renouvellement de l'autorisation, et qui répond à des process à la fois qui sont différents en termes de contenu du dossier et contenu des demandes, qui sont des demandes liées à la qualité et à la sécurité des soins, et qui, d'autre part, répond à une procédure qui découle aussi des PRS élaborés par les ARS. Donc, pour moi, il y a 2 sujets. Il y a, d'une part, simplifier le droit commun, et ça, il faut le faire, au moins pour le renouvellement, c'est très important. Et ensuite, pour cet outil qui répond à des besoins, et là, pour le coup, qui ont montré leur utilité pendant la gestion de l'épidémie, transférer aux ARS la capacité de délivrer ces autorisations dont elle est le plus à même de déterminer leur caractère primordial. C'est combien ? C'est des cycles, en fait, parce que en fait, les autorisations sont corrélées à des renouvellements de programmes. C'est 1 an, 2 ans Le problème, c'est que, enfin le problème, la procédure, c'est que vous devez avoir un plan régional qui permette un plan régional de santé, qui fixe, exactement, qui machine, etc. Exactement. Donc des années, quoi. D'accord. Par rapport à là, quelques semaines, même pas. Mais là, les autorisations exceptionnelles, en cas d'urgence, c'est quelques jours, en fait. Ça permet d'être très, très réactif, c'est pour une crise. Merci. C'est ponctuel, tout à fait. Ça ne rentre pas dans l'organisation pérenne des soins sur un territoire, mais ça répond à une demande urgente ponctuelle. En ce qui concerne l'hôpital public et privé, nous avons toujours donné d'abord eu des relations avec les acteurs publics et privés ensemble. Je l'évoquais au début en introduction, nous avions des conférences avec les fédérations hospitalières tous les 2 jours pendant toute la gestion de l'épidémie, et c'était toutes les fédérations en même temps, donc elles étaient au même niveau d'information, et c'était très important qu'on ait ces échanges ensemble. Vous les avez vus toutes ce matin, c'était la même chose pour nous, et dans les recommandations que nous diffusions, nous ne faisions pas de différence et nous demandions à ce que l'organisation se fasse avec les secteurs publics et privés. Et si vous regardez d'ailleurs la recommandation de tout début mai que j'évoquais sur la reprise d'activité, nous demandions explicitement à ce que l'ensemble des acteurs du territoire soient pris en compte et à ce que la reprise d'activité prenne en compte à la fois les secteurs publics et privés. C'est très important. En termes de recommandations, vous me disiez quel est le type de recommandation que nous pourrions donner. Moi, j'évoquais, mais je sais que les ARS le font beaucoup déjà, c'est le fait de mettre en place une gouvernance de manière généralisée, et un certain nombre d'ARS, notamment Île-de-France ou Hauts-de-France que vous avez auditionné, avaient mis en place des échanges réguliers, voire quotidiens, avec les établissements publics et privés. Ça nous semble être une bonne pratique et nous pensons que c'est quelque chose que nous pourrions recommander. Mais très honnêtement, je pense que la plupart des ARS sont dans l'idée de le faire, et je sais que l'une d'entre elles l'a fait encore très récemment. Ça c'était pour la coopération publique-privée. Pardon ? Ah, tout à fait. Parce qu'effectivement, alors médecine de ville, c'est vrai à la fois avec les URPS, notamment, avec lesquels...
C'est vrai que moi, je n'ai pas de difficulté à le recommander, c'est très important. Et tous les DG d'ARS avec qui j'en ai parlé nous ont dit de le faire. Moi, je pense que ça n'aurait que des avantages que de le recommander. Je pense que c'est très important parce que vous avez raison, nous devons travailler avec l'ensemble des acteurs, y compris la médecine de ville. Et nous avons eu au plan national des liens réguliers avec la médecine de ville. C'est très important, que ce soit les médecins, les infirmiers, les kinés. C'est extrêmement important. J'essaie de reprendre les questions. Ah oui, les tests, je vais reprendre l'ensemble des questions. Sur les délais de test, alors c'est vrai que si nous pouvons améliorer les délais, je ne verrai que des avantages à essayer de le faire. Je crois que nous essayons de faire un point très régulièrement avec les laboratoires. Et pardon si j'ai donné le sentiment de négliger le rôle des laboratoires, telle n'était pas mon intention. À la fois des laboratoires en ville, et y compris des hospitaliers, ils jouent un rôle fondamental à tous les moments et a fortiori en ce moment. Enfin, je tiens à le dire très simplement, si j'ai donné cette impression, ce n'est pas le cas. Si je suis prudente sur cette stratégie, c'est parce qu'elle est pilotée par un autre directeur et que je reste prudente s'agissant d'une compétence qui lui échoit tout particulièrement. Mais leur rôle est évidemment fondamental. Nous avons fait évoluer un certain nombre de textes pour faciliter les capacités à prélever. Nous savons évidemment qu'il faut améliorer leurs capacités en général. Et nous avons pour cela la cellule test pilotée par le directeur général de la santé, pour être précise, a des réunions toutes les semaines avec les représentants des syndicats de biologistes pour faire un point sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, quelle que soit la nature de leurs difficultés, y compris celles que vous évoquez. La question est portée sur les agréments, le délai des agréments. Pour les labos vétérinaires ou pour l'autre, quoi. Vous dites que les kinés, c'est toujours pas fait. Pourquoi vous n'augmentez pas et ne prenez pas rapidement des décisions pour former très rapidement ce personnel à faire le prélèvement nasal pour l'instant? Alors ça, pour le prélèvement pour les professionnels, nous avons pris plusieurs arrêtés pour étendre le nombre de professionnels qui, avec des formations qui sont assez courtes, ont la capacité de faire ces prélèvements. C'était très long. Ça, c'est le premier. Vétérinaire, 3 semaines. Ça peut être plus rapide. Il nous semble, maintenant. Non, mais je pense que toutes les pistes sont bonnes à prendre. Et si nous devons regarder sur les délais d'agrément de la même manière que nous l'avons fait sur les autorisations, c'est quelque chose que nous pouvons regarder. Moi, je pense que ça fait partie des choses que nous pouvons regarder. Mais madame, c'est important. Excusez-moi, mais je me passionne. Mais quand vous nous dites 1 million de tests, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est les tests réalisés. C'est comme les masques. On nous disait 1 milliard de tests commandés. Très bien, 1 milliard de masques commandés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les masques arrivés, c'est pas les masques commandés. Vous voyez, sur le terrain, c'est ça qui remonte, parce que quand ils n'arrivent pas, vous pouvez toujours en commander. Donc, ce qui est important, c'est la capacité aujourd'hui des acteurs, avec le nombre de réactifs, d'acteurs de labo, de réaliser 1 million de tests. C'est pas de commander. Est-ce qu'il y a 1 million de tests par semaine? Actuellement, dans ce que l'on a, on est obligé de prioriser. Tous ceux qui demandent, il y a des délais. On a les réponses 3-4 jours après. Les gens, ils ne sont pas isolés, donc on perd son temps, quoi. D'accord? Donc c'est ça, quelle est l'optimisation que vous recherchez pour améliorer le dispositif? Nous avons bien atteint 1 million de tests hier, réalisés. Nous avons beaucoup augmenté nos capacités. C'est réalisé. Pardon si j'ai été, insuffisamment clair, mais c'est réalisé. Mais quel est le délai de résultat? Parce qu'on a beau augmenter le nombre de préleveurs, si je puis dire. Après, on va dire, les kinés vont faire. Bon, une fois que c'est fait, il faut quand même analyser. Et là, quelle est la capacité actuelle d'analyse et quels sont les délais donnés par les laboratoires pour donner le résultat? Parce que si vous avez été prélevé, certes, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir le résultat et de l'avoir le plus rapidement possible. On a des exigences pour ceux qui voyagent, il y a des exigences pour le travail, et puis surtout pour après se mettre en isolement et ne pas contaminer l'entourage. C'est là. Est-ce que vous avez des notions de délai actuel? Alors, j'ai bien compris que ce n'était pas vous, peut-être, mais est-ce qu'on a... Le délai moyen, et j'insiste, c'est une moyenne, est de 1,6 jours. C'est le délai moyen. C'est pas ce que nous avons comme remontée, clairement. Donc, c'est un délai moyen. Bien, merci. Effectivement. Très bien. Donc, on vous le rappelle, il y a peut-être des choses à faire. Pardonnez notre impertinence, mais le but de la commission d'enquête, c'est aussi d'avancer si jamais il y avait une reprise. Il y avait une question sur les chiffres en matière de réanimation.
Et c'est vrai que si vous reprenez les chiffres initiaux, alors il y a plusieurs notions qui sont différentes, vous avez raison de le souligner. La première notion, c'est le nombre de capacités en réanimation. La capacité initiale, alors je parle exclusivement des lits adultes, était d'un peu plus de 5000 lits. Vous pouviez ajouter des capacités en soins continus d'un peu plus de 7000 lits et de soins intensifs d'un peu plus de à peu près 5800 lits. Ça, c'est nos capacités en matière de soins critiques. Stricto sensu, les capacités en réanimation étaient d'un peu plus de 5000 lits. L'objectif a été de réarmer ou d'armer en respirateurs et en professionnels et de transformer des lits de soins continus ou de soins intensifs en capacité de réanimation. C'est ce que nous avons, enfin c'est que certains professionnels appellent les réa éphémères. Et c'est comme ça que nous avons pu étendre nos capacités de prise en charge de patients en réanimation. Ce qui n'exclut pas la question que nous évoquions tout à l'heure, qui était de dire quel est le bon niveau de capacitaire, j'ai envie de dire en temps normal, c'est-à-dire est-ce que 5000 c'est suffisant ou pas, qui est une question qui est devant nous. Mais en tout état de cause, ce que nous savons, c'est que nous avons la capacité de réarmer des lits pour étendre les capacités de réanimation, pour atteindre des capacités très au-delà des 5000. Et au pic de la crise, nous avons pris en charge en réanimation 7000 patients. De mémoire, c'était aux alentours du 12 avril, si ma mémoire est bonne. Voilà, ça c'est très important pour anticiper un éventuel besoin de prise en charge de patients supplémentaires en étendant ces capacités. Ce qui est différent du nombre de patients que nous pouvons prendre en charge en même temps, qui est un sujet que nous regardons de très près, puisque vos capacités en termes de nombre de patients pris en charge, elles dépendent aussi de la durée moyenne de séjour de ces patients. Et comme vous l'avez vu au début, la durée moyenne de séjour pouvait être très variable et avec des durées qui pouvaient être assez longues, ce qui a un impact sur la prise en charge en réanimation, mais aussi en soins de suite et de réadaptation. On en a peu parlé, mais dans la filière de prise en charge, c'était très important, puisqu'un certain nombre de patients, après avoir passé des temps parfois importants en réanimation, avaient besoin d'une réadaptation derrière, parfois très importante. Et là aussi, c'est un segment de l'offre de soins qui a joué un rôle très important et sur lequel nous sommes très vigilants dans toute la filière de prise en charge. C'est ça, ce sont les réa éphémères, c'est exactement ça en fait. D'accord, c'est ça que c'est tout à fait ça. Et la différence avec l'Allemagne en nombre de lits par habitant ? Alors, en fait, d'ailleurs, ça fait partie des points que nous avons discutés avec les CNP de réanimation en juillet dernier. Nous nous interrogeons sur la comparabilité, parce que si on compare, alors de mémoire, c'était 28 000 lits en Allemagne qui étaient avancés. Si on les compare, devons-nous les comparer aux 5 000 lits de réanimation ou aux 5 000 lits de réanimation, plus les soins continus? Si vous additionnez les deux, on est déjà à 18 000 à peu près. Enfin, je le dis parce que du coup, il faut être précautionneux avec les chiffres. Et ça fait partie des choses que nous investiguons. Mais la question de fond, qui est celle qui nous est posée, c'est quel est le niveau de capacité de prise en charge en soins critiques que nous devons assurer à nos concitoyens au plan national et en termes de répartition régionale. Et c'est ça que nous travaillons en ce moment et je pense que c'est ça qui est important. Dernière question, la question de l'organisation au plan national. Est-ce que nous devons simplifier nos organisations ? Il y a des questions qui se posent et c'est vrai que nous avons modifié nos organisations et notre fonctionnement pendant toute la période de la gestion de crise, puisque la Direction générale de la santé pilotait l'ensemble des dispositions sanitaires de la crise et réunissait sous son égide l'action de la Direction générale de l'offre de soins, mais aussi de la Direction générale de la cohésion sociale ou encore la Direction de la sécurité sociale. Et nous avions tous les jours des points quotidiens avec la Direction générale de la santé et l'ensemble des directions pour veiller à ce qu'il y ait une bonne articulation. Et je l'évoquais, nous avons dû nous réorganiser pour monter des cellules spécifiques, que ce soit en matière de logistique pour les équipements de protection individuelle ou bien en matière de tests, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui comportaient des agents venant de différentes directions pour venir en renfort et pour ces missions très spécifiques. Ça, c'est très important. Est-ce que cela veut dire que nous devons nous réorganiser de manière plus fondamentale ? La question peut se poser. En tout cas, c'est vrai que les réorganisations que nous avons dû faire très rapidement pour être en capacité de répondre aux difficultés que nous posait cette crise et pour y répondre, a montré que nous devions faire évoluer nos organisations et parfois fusionner des équipes qui traitent de sujets parfois proches, parfois de manière séquencée dans le temps. Je pense à la recherche, par exemple, pour avoir des équipes qui travaillaient en commun. Je crois que j'ai répondu. Merci.
Deuxième salve de questions. Angèle Préville. Merci, Monsieur le Président. Alors moi, je vais revenir sur quelque chose qui ne s'est pas spécialement bien passé lors de cette crise, c'est la situation et le nombre de décès des personnes âgées, qui constituent quasiment la moitié des décès, dont la grande majorité dans les établissements pour personnes âgées. Les personnes âgées dans ces établissements ont été mises à l'isolement, mais il n'y avait pas les équipements de protection pour les salariés qui entraient et sortaient de ces établissements. Ils ont donc été contaminés, évidemment pas de façon volontaire, mais parce qu'on n'avait pas su bien identifier que la contamination venait par là, alors que c'était évident. Et donc, cet isolement, qui a été quand même bien respecté, n'a pas protégé. Est-ce que ça aurait été, à votre sens, pire si on ne l'avait pas fait ? Moi, j'ai un exemple. Je suis dans un département qui a été très peu touché par le virus, le Lot, et les 4 structures de ma commune et dans les communes voisines, la moitié des résidents ont été testés positifs, avec quelques décès, malheureusement. Donc, quel enseignement on tire de tout cela ? Est-ce que, puisqu'on avait déjà connu la canicule, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de s'inquiéter quand même quand on a ce genre de crise et faire en sorte qu'au niveau national, on ait une consigne claire sur la communication et notamment une consigne claire sur tous les salariés qui entrent et qui sortent de ces établissements, parce que isoler, c'est bien, mais si on ne teste pas ou si on ne fait pas en sorte qu'ils aient tous les équipements de protection, à quoi cela sert-il ? Est-ce qu'on tire des enseignements de ce qui s'est passé là et de ce qui est, à mon sens, assez grave ? Voilà, Merci. Jean Sol. Oui, Monsieur le Président, pouvez-vous, Madame, nous quantifier et qualifier les personnels mobilisés en renfort tout particulièrement dans le cadre de cette crise sanitaire sans précédent, si possible par catégorie socio-professionnelle, par territoire. Et bien évidemment, il faudrait corréler ces indicateurs, me semble-t-il, au nombre de patients traités par le Covid et aux EPI commandés et surtout utilisés. Ma deuxième question concerne le nombre de personnels contaminés et décédés, là aussi par catégorie socio-professionnelle si possible, et par territoire, qu'il s'agisse bien évidemment de titulaires ou de renforts apportés. Je vous remercie. Et excusez-moi, oui, qu'est-il prévu en matière de reconnaissance de maladies professionnelles de ces personnels touchés et que vont advenir, si vous voulez, les personnels qui sont venus en renfort et qui donc n'avaient pas un statut de titulaire ou de contractuel, notamment. Merci. Je rajouterai une dernière question, si vous permettez, Madame la Directrice. Est-ce que vous avez organisé un retour d'expérience sur chaque département pour pouvoir tenir compte de la crise et fluidifier le parcours des liens complémentaires des uns par rapport aux autres pour se préparer à une nouvelle échéance éventuelle? Allez-y, Madame la Directrice. Alors, pour ce qui concerne d'abord la question sur les EHPAD, alors là, je serais prudente s'agissant aussi de quelque chose dont la Direction générale de la cohésion sociale a la charge et que vous avez, je crois, auditionné hier d'ailleurs. C'est vrai que c'est important d'avoir une stratégie de dépistage des établissements sociaux et médico-sociaux qui soit mise en place et qui soit claire, et y compris de pouvoir recenser les personnels qui reviennent par exemple de vacances et pour lesquels des dépistages sont importants pour les protéger eux et protéger les résidents. Et d'ailleurs, cette stratégie, elle est importante au sein des établissements de santé aussi, si vous me permettez d'élargir le sujet, puisqu'en fait, nous devons aussi veiller à ce que les professionnels puissent bénéficier de dépistage. Et je sais que pour en avoir discuté avec eux, ces stratégies se mettent en place dans les établissements, qu'ils soient des CHU ou des CH, et c'est très important pour l'adapter en fonction de l'état de santé des professionnels et aussi des services dans lesquels ils travaillent. Donc on a là des modalités qui sont mises en
en œuvre par les établissements et qui sont extrêmement importantes. Ce qui fait le lien avec l'autre question qui a été posée sur les professionnels contaminés. Alors, je pourrais vous transmettre les chiffres de Santé publique France, puisqu'en fait, ils avaient des chiffres entre le 1er mars et le 21 juin 2020 qui montraient qu'il y avait un peu plus de 30 000 professionnels qui avaient été contaminés, et avec 84% de professionnels de santé, 10% de non-soignants, 29% d'infirmiers, mais je vous transmettrai les chiffres, je crois que ce sera plus simple, qui permettent d'avoir un point à date et à la fois le nombre de personnes contaminées, de personnes décédées, s'agissant des soignants, mais aussi par région, comme ça a été demandé. Je vous les transmettrai de manière précise, je crois que c'est important. En ce qui concerne la reconnaissance pour maladie professionnelle, ça c'est la direction de la sécurité sociale qui travaille sur ce point, c'est un point important. Je sais que des discussions étaient encore en cours fin juillet et qu'elles se poursuivent. Nous pourrons vous transmettre les éléments que la DSS pourrait vous communiquer s'agissant de l'état d'avancement de ces travaux qui sont très importants pour les professionnels de manière générale, quel que soit leur statut par ailleurs. S'agissant des renforts, nous vous transmettrons les chiffres, je ne les ai pas immédiatement, que ce soit par catégorie ou par territoire, ce qui m'amène à une question qui était importante, que l'on a évoquée par moment. Finalement, cette crise nous a permis de voir que nous devions aussi faire évoluer la réserve sanitaire et la façon dont nous organisions les renforts. Parmi les points de recommandation que vous évoquez, il me semble que c'est un point important, puisque on voit bien que la réserve sanitaire avait été initialement mise en place pour des crises limitées dans le temps et dans l'espace, si vous me passez l'expression, et que là, nous avons été face à une crise qui a une nécessité d'organiser de manière territorialisée des renforts de professionnels, s'agissant de professionnels d'ailleurs d'établissements publics comme privés, vers d'autres établissements, soit sur un même territoire, organisé par une ARS, ou soit vers d'autres territoires, d'autres régions. Et ça a été un mouvement extrêmement important et très massif. On vous donnera les chiffres. En tout cas, ce sont des chiffres qui sont éloquents s'agissant des mouvements de ces professionnels. Et là, nous avons mis en place une plateforme nationale qui dorénavant facilite ces renforts, que ce soit dans le sanitaire ou dans le médico-social. Et c'est un sujet d'ailleurs très important. Donc nous vous communiquerons les chiffres. Vous évoquiez, Monsieur le Président, la question des RITEX. Alors c'est vrai qu'au niveau de la DGOS, nous l'avons fait au plan national avec nos interlocuteurs nationaux, que ce soit des sociétés savantes ou bien des représentants syndicaux ou de professionnels. Nous ne l'avons pas organisé par département, s'agissant de sujets dont je pense les ARS doivent le regarder, puisque vous l'avez évoqué les uns et les autres. Il me semble extrêmement important d'avoir ce retour rapide, finalement, sans aller méthodologiquement dans ce que donnerait un rétexte en tant que tel, mais qu'au moins nous ayons très vite des échanges pour capitaliser sur ce que nous avons fait d'intéressant et ce que nous devons faire évoluer. Je ne reviens pas sur les différents points que nous avons évoqués ensemble. Je crois que c'est fondamental, puisque les chiffres de propagation de l'épidémie actuelle nous conduisent à mettre en place l'ensemble des évolutions qui sont indispensables pour faire face à cette épidémie. Merci. Et vous comptez augmenter les capacités de traçage, là, compte tenu des nombres de clusters qui augmentent de façon exponentielle? Vous n'avez pas peur d'être saturé en ce qui concerne les capacités de traçage, que la CPAM, le 3e degré avec les ARS, non? C'est vrai que c'est une charge très très lourde qui pèse sur les ARS, parce que nous avons beaucoup de clusters qui augmentent. Alors ça fait partie des sujets que nous travaillons avec elles, parce que, a fortiori d'ailleurs, nous avions des clusters dont le nombre de cas contacts a beaucoup augmenté, s'agissant notamment de jeunes qui ont une vie sociale très importante, avec des cas contacts qui sont parfois très élevés. Donc c'est vrai que ça fait partie des points que nous sommes en train de travailler pour regarder comment améliorer et aider les ARS pour faire face à cet afflux. Alors je dis les ARS, mais ça concerne aussi les CEPAM et la CNAM qui participent bien sûr à ce niveau-là. Et là, je crois que c'est quelque chose sur lequel nous travaillons, parce que c'est une charge très très importante. Le débordement risquerait de venir de là, et non pas du système hospitalier dans la conjoncture actuelle. S'il n'y a pas d'autres questions, merci en tout cas d'avoir... Si, pardon ? Excusez-moi. Oh, je n'avais pas... Et voilà pour cette audition de la commission d'enquête du Sénat sur la gestion de la crise de la Covid-19 et sur l'évaluation des politiques publiques pour faire face aux pandémies. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsena.fr. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Public Sénat.